Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Hello, et nous revoilà dans la hotline des gentilshommes. Bienvenue à ceux qui nous découvrent ce soir. Donc c'est les gentilshommes, le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses, podcast que vous pouvez soutenir en tipant, en nous soutenant avec un tip sur fr.tipeee.com/les gentilshommes. Et tout de suite, nous allons retrouver Paul qui est avec nous. Oui. Salut Bonsoir. Paul. Salut, Paul. Salut Paul. Salut Paul. Et Connie, je te laisse prendre la main sur, si tu veux. sur Alors, notre invité. Oui, je pense que le mieux, ça va être que tu te présentes, Paul. Oui. Qui es-tu, Paul? Qu'est-ce que je peux dire? Ton nom je suis est belge une fois, donc mon nom est Paul Devendre, et donc le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais j'ai depuis 15 ans joué à un spectacle dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Waouh! Et donc là, c'est un truc de ouf. Ah oui, c'est toi, voilà. Mais donc, oui. Oui. On est déjà C'est la moitié à spectacle. l'avoir vu, le spectacle Voilà, ici déjà. oui, Pascal, je sais oui. pas. Non, je l'ai pas vu. Pas encore. Voilà. Ah mais Et c'est ça, hyper c'est- connu ce spectacle. Hein. Ouais, j'en ai Ce beaucoup spectacle entendu est, parler. Mais donc il est basé. J'étais pas du tout dans le monde du spectacle. J'avais créé une compagnie aérienne dans une première vie, tu vois, en 80 après mes études. Ah ouais, Air France, c'était toi? 87. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Ah ouais, après Air France, tu t'es dit je vais me lancer dans la comédie Après, je quoi. me suis dit, Enfin allez, dans l'écriture j'en ai marre, pardon. je vais monter sur scène. Non, Ouais. et puis, donc c'était une compagnie aérienne en Belgique. Et puis Air Belgique. Oui, c'est en Belgique. Ça s'appelait Air Excel. Et on était les premiers à abolir les monopoles des compagnies aériennes nationales comme la Sabena, Air France et tout ça. Ah ouais. À l'époque de Maastricht et du grand marché unique européen. Et donc, Mais donc, vas-y. tout ça nous éloigne un peu du thème, mais donc, j'étais pas du tout dans ce thème des relations entre les hommes et les femmes, etc., ni de la comédie, ni psy ou quoi. Mais donc, à 30 ans, il y a eu la crise du Golfe, la compagnie aérienne on a eu des problèmes dans la compagnie aérienne, je l'ai mise en liquidation, et donc j'ai changé de vie à 30 ans. Et dans mon parcours de vie, j'ai assisté à une conférence de John Gray, l'auteur du bouquin Mars et Vénus, qui venait de sortir. Il n'était pas encore traduit en français à l'époque, c'était vraiment le tout début. Et j'ai adoré ce que j'ai entendu, j'ai compris plein de trucs sur le fonctionnement féminin, ces logiques masculines et féminines qui sont différentes et tout ça, ça m'a passionné. J'ai j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème. J'ai recontacté John Gray pour lui dire que j'avais envie de diffuser ses idées en français. Et puis, en 2006, j'ai eu l'idée d'en faire un spectacle à One Man Show parce que beaucoup de gens me disaient c'est marrant ce que tu racontes, il faudrait j'aimerais bien que mes enfants entendent ça, ou mon mari ou ma femme, etc. Mais tu vas faire des conférences sur le couple, ça emmerde tout le monde. Il y a quelqu'un, tiens chérie, on va avoir une conférence sur le couple, le type dit mais non, il y a le foot ce soir, j'ai pas envie d'y aller. Alors qu'un spectacle, le spectacle, tu dis voilà, j'ai pris des places à un spectacle, donc là le mec peut pas dire non. Et donc c'est un petit peu comme ça il y a eu un bouche-oreille incroyable qui a été généré, parce que de nouveau c'est pas du tout, c'est pas les hommes et les femmes, mais c'est vraiment de permettre d'ouvrir des conversations en fait dans un couple ou dans une relation, pour mieux se comprendre en fait, pour avoir moins de petits problèmes. Tu vois, c'est vraiment très souvent il y a énormément de problèmes qui sont liés à des petits trucs. Tu vois, par exemple, une femme se lève le matin, elle va vers sa garde-robe, elle ouvre son armoire et elle dit à son mec j'ai rien à me mettre. Et le mec à côté dit mais tu mens, ta garde-robe est pleine, pourquoi tu dis pas la vérité et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'habille en fonction de l'humeur dans laquelle elle est. Et donc quand elle dit je n'ai rien à mettre, elle dit pas il n'y a pas de vêtements dans ma garde-robe, elle dit juste il n'y a pas de vêtements qui correspondent à l'ensemble de ce que j'ai à faire aujourd'hui, parce que j'ai un rendez-vous un peu formel le matin, un peu informel l'après-midi, tu vois, il faut que je trouve un peu un vêtement qui va pour les deux types de rendez-vous qui sont différents. Donc c'est toute une réflexion qu'un mec à moins, tu vois, lui il a toutes des chemises blanches dans son armoire, et puis il prend la première au-dessus de la pile, tu vois, il s'en fout un peu plus, quoi. Paul, est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie du spectacle, et puis après on va avoir quelques questions un peu précises aussi. Parce que on lance ce spectacle, ça a été un grand succès quand même, on va pas se mentir. Le spectacle a été un énorme succès, tu vois, il y a eu 2 millions de personnes qui sont venues le voir. J'ai joué pendant 15 ans. Tu l'as joué que dans les pays francophones ou dans d'autres pays aussi? J'ai joué aussi? dans tous les pays francophones, mais on a mis des franchises dans d'autres pays. Ah ouais, c'est énorme. Oui, c'était un succès phénoménal. Tu vois, je suis parti d'un petit café-théâtre à Marseille. J'étais jamais monté sur scène avant, donc c'était un succès de fou. J'ai fait tous les Zéniths de France, j'ai fait
J'ai fait l'Olympia pendant 10 jours, j'ai joué au théâtre du gymnase à Paris pendant 10 ans, 3-4 mois par an, donc c'était un énorme succès. Et le DVD est utilisé maintenant, tu vois, chez des thérapeutes qui expliquent, regardez ça aux patients, regardez ça, et puis on en reparle après, ou aux préparations du mariage aussi, je sais qu'on l'utilise aussi, tu vois. C'est pas pour imposer un mode de vie, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité du tout par rapport à ça, mais c'est vraiment surtout pour permettre aux gens de se parler entre eux. Alors, du coup, c'est intéressant. Un petit peu mieux nos logiques. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu t'as parlé d'ouvrir à la conversation dans le couple, et je dois dire, j'ai vu le DVD, moi, je pense, il y a plus de 10 ans. Avec mon épouse, et on le regardait, bon, on trouvait ça marrant, on se retrouvait pas, et puis il y a un moment ça nous a touchés. Je vais revenir là-dessus, je veux bien que tu l'expliques, parce que j'en ai reparlé avec Cynthia il y a pas longtemps, notre community manager, et elle a aussi les yeux qui brillent. C'est un truc qui nous a beaucoup, enfin, je dois dire la vérité, hein, qui nous a fait vraiment réfléchir. C'est le moment où ça parle des hommes qui attendent plutôt de la confiance de leur femme, et qui donnent de la confiance à leur femme en pensant leur offrir ce qu'elles attendent. Et à l'inverse, la femme attend plutôt de l'attention, et elle donne de l'attention à son mec en pensant que c'est ça qu'il attend. Et en fait, ce truc m'a beaucoup touché, parce que c'était un fonctionnement chez nous. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, l'expliquer ? Mais pour moi, c'est ça, c'est le cœur de ça, c'est de comprendre qu'en fait, l'erreur qu'on fait souvent dans une relation, c'est de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Et le problème, parce qu'on pense que l'autre fonctionne comme nous, on fonctionne aussi. Donc, tu vois, si toi tu aimes bien, toi tu te sens aimé quand tu reçois de la confiance, mais donc naturellement tu vas avoir tendance à donner de la confiance, puisque c'est toi ce qui te nourrit, sans imaginer que l'autre ne fonctionne pas tout à fait comme toi. Et c'est vrai que c'est très difficile de mettre des mots là-dessus. Et donc c'est là où c'est important, tu vois, de pouvoir dialoguer en disant mais qu'est-ce qui est important pour toi, comment est-ce que tu te sens aimé, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé. Et c'est vrai que, alors de nouveau, hein, c'est pas du tout pour mettre des modèles, parce qu'on a tous un côté masculin et féminin en soi, mais naturellement c'est vrai que le masculin a plutôt tendance à se sentir aimé à travers la confiance que sa partenaire peut lui faire, alors que le féminin va plutôt avoir tendance à plutôt être ça vient d'où, ça ? Des petites attentions. Ça vient d'où, ça, que le côté masculin voudrait émettre de la confiance ? Ça correspond à quelle compensation ? Ça correspond, je crois, Alors, de nouveau, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, est-ce que ça devrait être le cas, est-ce que ça pourrait être différent ? Enfin, c'est toutes des questions, pour moi, qui sont importantes, mais c'est juste ici, aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me nourrit dans la relation. Et je pense, et même, tu vois, maintenant, j'ai des enfants de 27, 25 ans et tout ça, tu vois, donc je suis un peu vieux, hein, j'ai 60 ans maintenant, mais malgré tout, je pense que dans les jeunes générations, en fait, je le vis à travers les spectacles, tout ça, j'ai vu énormément de jeunes, il y a encore ce sens en fait de la relation qui pour moi est important, et c'est peut-être un truc très con à dire, hein, mais c'est ce conte du prince charmant et de la princesse. Et en disant ça, c'est pas que les femmes sont inférieures et qu'elles ont besoin d'être nourries ou d'être protégées par un mec parce qu'elles sont incapables de se débrouiller toutes seules. Hein. Ça n'a aucun sens. C'est complètement idiot, ça. Mais c'est, en fait, la prince charmant et la princesse, c'est la manière dont les aimants masculins et féminins se connectent entre eux. Tu vois, en fait, les pôles masculins et féminins, c'est un peu comme les pôles d'un aimant qui se mettent ensemble. L'attraction est créée parce que les pôles sont différents. Et c'est nos polarités masculines et féminines qu'on retrouve aussi dans les relations homosexuelles, hein. C'est les polarités qu'on va retrouver en chacun en nous, hein. Mais c'est ces polarités qui fait qu'on est attiré amoureusement. Et si, pour moi, l'idée du prince charmant et de la princesse, en fait, c'est le prince charmant qui n'a Dieu au début que pour sa belle. Tu vois, il se bat contre vents et marées, il fait plein de trucs pour elle, il a des petites attentions, il est là, il est galant, il est prévenant, il pose des questions, il écoute même les réponses, hein, à ce moment-là, encore, il s'en souvient, il se souvient d'une date d'anniversaire, enfin, il fait plein de trucs incroyables, quoi, au début, parce qu'en fait, au début, il est un entretien d'embauche. Hein, il veut montrer comme il est grand, comme il est fort. Et elle va se sentir aimée justement par le fait, par les petites attentions, par l'importance qu'il lui accorde. Il voit qu'elle est importante à ses yeux et tout ça. Et donc, elle est heureuse de toutes ces petites attentions qu'il peut lui fournir.
Et c'est comme ça en fait que l'attraction peut se créer. Et au début d'une relation, c'est toujours comme ça que ça marche le plus souvent, tu vois. Et le truc, c'est que c'est important, c'est de garder en fait ce sens de la relation à un moment donné. Et même, tu vois, si une femme, et il y a des femmes qui réussissent très bien professionnellement et tout ça. Enfin, tu vois, j'ai rencontré énormément de femmes chefs d'entreprise qui ont beaucoup de succès et tout ça. Et malgré tout, elles me disent, nous le soir, ce qu'on a envie aussi, c'est de pouvoir se poser sur une épaule. Tu vois, c'est peut-être très con, mais c'est là où c'est important, tu vois, de garder aussi ces spécificités masculines et féminines. Il y a toute une théorie ou un mouvement qui dit que, au nom de l'égalité, en fait, il faudrait qu'on soit semblables. Tu vois, qu'il n'y ait pas de différence. Moi, je trouve ça dommage. Moi, je pense évidemment qu'on est égaux, mais on peut être égaux et différents. Et que cette différence est plutôt une richesse à entretenir et à célébrer, parce que la différence ne crée pas de problème. En fait, c'est la non-compréhension de nos différences qui crée les problèmes. Mais quand ces différences sont bien comprises, je pense que c'est là où on peut vraiment retrouver, aller chercher notre richesse et grandir ensemble. Ah, Pascal, t'avais l'air sur le coup. Sinon, moi, j'en ai une encore. Non, moi, je trouve ça... moi, je suis sur le coup, effectivement. Je trouve que ce que tu dis, Paul, est absolument très intéressant. Absolument intéressant. Ouais, ça a mal commencé parce qu'avec les généralités du placard, je suis pas du tout, client de ça, et je trouve qu'il y a un côté généraliste, mais que je comprends dans tout ton discours. Après, moi, je suis très sensible à des choses que tu dis quand tu dis effectivement qu'on peut être égaux et différents. Je suis à ce titre complètement d'accord, et je trouve ça très juste, et ton discours est très intéressant parce que justement derrière les généralités il y a des choses à creuser, et c'est un peu comme tout en fait, faut jamais s'arrêter à ce qu'on voit en façade. C'est un peu comme le cirque un peu médiatique actuel qui consiste à s'arrêter sur les petites phrases parce qu'elles font du clic sans avoir lu les articles derrière, et il faut prendre le temps de lire l'article derrière et d'arrêter d'être con pour entendre un peu toute la richesse de tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant et j'ai envie de te continuer à t'écouter. Tu vois, l'idée d'une... Alors, toi, les petits exemples qu'on peut prendre, moi, pour moi, c'est... Alors, déjà, il y a pas mal de gens qui s'y retrouvent, mais je sais bien que tout le monde ne se retrouve pas, et je ne cherche pas à ce que tout le monde se retrouve. Tu vois, l'idée n'est pas d'imposer un modèle à tout le monde, hein, ce qui serait complètement absurde. Mais pour moi, la caricature, en fait, c'est l'exagération de traits qui existent d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui fait que la caricature est drôle. Tu vois, tu ne ris pas de quelque chose qui n'existe pas. Et donc, effectivement, je revendique, tu vois, ce côté un peu caricatural parfois, ou exagéré ou quoi, parce que c'est là où ça... Effectivement, tu exagères un peu des traits, mais tu sens qu'il y a un fond, un petit fond. Alors, et l'idée, c'est pas pour imposer la vérité, c'est juste pour comprendre, tu vois, pouvoir en rire ensemble, de pouvoir... Tu vois, je me souviens, tu vois, l'idée... Du côté masculin, pour un autre exemple, c'est que le côté masculin est plutôt séquentiel. Ouais, c'est ça, j'allais te demander ça. Évidemment, c'est un moment que évidemment, on a énormément retenu, ma femme et moi, et qui nous fait encore beaucoup rire. Vas-y, je t'en prie. C'est quoi le moment ? Ah bah vas-y, Paul, il va le faire. Et de nouveau, ne prends pas ça au pied de la lettre, hein, parce que évidemment, il y a des femmes qui sont masculines et des hommes qui sont plutôt féminins. Donc, évidemment, il ne faut pas le rester sur le truc là-dessus. Mais dans l'idée générale, c'est que le masculin est plutôt séquentiel, alors que le féminin est plutôt multitâche. En fait, si on compare nos cerveaux à un disque dur d'ordinateur, on pourrait dire que le masculin n'ouvre qu'un seul dossier à la fois, alors que le féminin a 10 dossiers ouverts en permanence. Et ça, on peut l'observer de manière assez simple. Il suffit d'observer un homme qui fait la cuisine, il va tendance à rester debout devant l'eau des pâtes en attendant qu'elle bout. Moi, ça me fait rire parce que c'est tellement moi que c'est abusé. Et donc, du coup, moi, je suis super féminin parce que pendant que l'eau des pâtes est bout, je suis en train de couper les pâtes, enfin, en train de couper le fromage. Tu vas donner le bain aux enfants ? Non, c'est carrément, tu vas donner le bain aux enfants, tu fais du repassage et tout. Bah, écoute, ouais, mais tu sais quoi, ouais. Eh ben, t'es très féminin. D'un autre côté, ça explique beaucoup de choses, Pascal, sur toi. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Ça explique peut-être non, rien. Vas-y, Paul. Ton empathie. Voilà, ton empathie. L'idée ici, et en partageant ça, c'est pas de dire que tous les hommes sont les mêmes et toutes les femmes sont les mêmes. C'est juste de comprendre un fonctionnement qui n'est pas toujours le sien. Parce que, tu vois, par rapport à ça, il y a beaucoup de femmes qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui sont pas capables de faire deux choses à la fois et ça les énerve. Et beaucoup d'hommes qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui vont dans tous les sens et qui ne terminent jamais rien. Tu vois. Et donc, en fait, c'est pour éviter ces incompréhensions-là ou ces frustrations. Il n'y a pas un fonctionnement qui est bien et l'autre qui est mal. Toi, si tu fais plein de choses en même temps, c'est très bien. Et un mec tu vois, et quelqu'un d'autre qui fait une chose à la fois, ben c'est bien aussi. C'est simplement ces deux manières différentes de fonctionner. Et c'est important à un moment donné, c'est d'accepter, tu vois, en disant, ben c'est juste lui qui est comme ça, quoi. Il fait pas ça pour m'embêter ou elle fait pas ça pour m'embêter. Tu vois, c'est juste comme ça. C'est mais après, il peut évoluer.
Oui, c'est là où toute la difficulté entre l'acceptation entre l'acceptation de quelque chose et le fait de vouloir que l'autre change parce que c'est confortable pour toi et le fait d'accepter un fonctionnement qui n'est pas le tien. Au nom de quoi est-ce qu'il doit évoluer? Pourquoi est-ce que ta manière de faire est meilleure que la sienne? Toi, tu peux par exemple te dire que tu as envie d'évoluer pour aller plus dans le sens de l'autre. Que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, en fait, peu importe. Oui, tout à fait. Mais cette évolution-là, elle est plus dans le fait de pouvoir donner à l'autre ce dont il ou elle a besoin plutôt que d'être dans ce changement de ta manière d'être. Et de nouveau, tout dépend de la raison pour laquelle on te demande tu veux changer. Si c'est toi qui décides parce que tu te sentirais mieux en changeant, évidemment. Mais si tu dois commencer à te changer pour correspondre à l'image que tu dois donner vis-à-vis de l'autre, c'est pas une bonne chose. Tu vas le faire 5 minutes, mais après tu vas avoir du mal à y arriver. Tu vas pas y arriver. Louisa a bien expliqué tout à l'heure pendant s'il est pas, toi, s'il faut commencer à le changer, à questionner et tout ça, ça marchera jamais. C'est pas la peine de commencer, quoi. Depuis le début, depuis ta première réflexion jusqu'à aujourd'hui, quand même la société a un peu changé. Ouais. Qu'est-ce que tu as noté comme changement? Je pense aux revendications, par exemple, féminines. Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce que tu les as notés et comment tu les interprètes? Oui, mais je pense effectivement que les parts masculines et féminines sont plus difficiles à déceler. On devient tous bilingues, en fait. Tu vois, et j'adore l'idée du bilinguisme, plutôt que d'être dans une volonté de créer une langue, genre un espéranto du couple, tu vois, où on parle une langue qui est commune à tout le monde, mais c'est la langue de personne, tu vois. Moi, je préfère plutôt être dans une idée du bilinguisme. Et c'est vrai que le masculin et le féminin, maintenant, les hommes et les femmes parlent de mieux en mieux les deux. Et c'est là où c'est intéressant, justement, c'est de voir cette évolution-là au niveau personnel, mais dans la société aussi. On voit vraiment, tu vois, dans les entreprises, avant c'était le profit à tout prix et tout. Maintenant, les nouvelles structures qui se créent, on voit bien l'importance aussi du bien-être au travail, etc., qui sont des valeurs qui deviennent aussi prégnantes, au fait que juste cette idée masculine d'écraser tout le monde sur son passage, tu vois. On parle maintenant d'entreprise collaborative, hein. Donc il y a tout un nouveau discours, une nouvelle manière de fonctionner. Que j'identifie moi à des valeurs plutôt féminines, tu vois, mais féminines, on aurait pu dire yin, le yang, tu vois, l'animal, l'animus, c'est pas les femmes, hein, tu vois, mais c'est des valeurs qui sont plus intérieures. Et donc ça, on voit cette évolution-là. Une autre évolution que je trouve un petit peu plus difficile, c'est le fait justement parfois que, au nom de cette égalité entre hommes et femmes maintenant, je remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes aujourd'hui. Et je trouve ça assez dommage. On force un homme à devenir masculin. On a tellement dénigré les valeurs masculines au cours de ces dernières années en disant le féminin c'est bien, le masculin c'est mal, qu'il y a des hommes qui se sentent un peu mal à l'aise avec ce qu'ils sont ou avec ce qu'on est, si je m'inclus là-dedans. Et donc, c'est compliqué, tu vois, de se dire, d'être ce qu'on est, il faut qu'on change, on ne sait plus comment, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire, jusqu'où aller. Et pour une minorité qui existe et qu'il faut absolument combattre, hein, qui sont des sales machos, qui sont des pervers, et il y en a plein, etc. Mais il y a plein de gentilshommes comme vous qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie de rendre une femme heureuse, une femme a envie de rendre un homme heureux. On est tous les deux dans cette dimension-là. Et c'est vrai que parfois c'est difficile de se mettre là par rapport justement au diktat d'une société qui fait qu'on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Si on monte, tu vois, dans des entreprises, tu as des hommes aujourd'hui qui n'osent plus prendre l'ascenseur que s'il y a une femme dedans. Il y a toutes ces dérives-là qui sont, je trouve, un petit peu dommages, quoi. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à des hommes qui commenceraient dans cette pensée? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Écoutez notre podcast. Ouais, déjà. Tu vois, c'est d'être justement. On parlait aussi tout à l'heure justement de s'aimer soi-même et tout ça. C'est accepter aussi ces valeurs masculines qui sont très bonnes si elles ne sont pas dans l'excès. Mais c'est aussi ce dont une femme a besoin, c'est d'avoir aussi ces caractéristiques ont plein d'avantages.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut nier les valeurs féminines ou qu'il faut les enterrer ou les dévaloriser. Je pense que c'est dans la valorisation des deux qu'on peut vraiment créer une belle synergie, une belle énergie, et c'est pas dans la négation de ce qu'est l'un ou l'autre au nom de ce que... Tu vois, on a tellement souffert pendant des années que les valeurs masculines étaient les bonnes et que les valeurs féminines étaient les moins bonnes. Ne tombons pas dans l'excès inverse en disant maintenant le féminin c'est bien et le masculin c'est mal, quoi. Ça ne sert personne, ça ne sert pas les hommes et ça ne sert pas les femmes qui ne sont plus nourries, qui ne cherchent plus. Toi, combien de femmes j'ai déjà entendu aussi me dire j'en ai marre, j'ai un enfant de plus à la maison, quoi, tu vois, parce que le mec il ose plus prendre l'initiative, il est là en train d'être comme un petit chien. Non, mais attends, des fois il y a des mecs, c'est pas qu'ils osent pas prendre des initiatives, c'est que c'est des grosses feignasses qui profitent de la. Non, mais il y en a qui en profitent, ils se disent bah, c'est bon, la charge mentale elle est comme ça, c'est déposé comme ça. Enfin, tu vois, on peut pas non plus défendre tous les mecs comme ça. Il y a des mecs, c'est des grosses merdes chez eux et leurs meufs n'en peuvent plus et ils ne s'en rendent pas compte. Tu vois, on peut pas. Enfin, c'est pas juste j'ai peur de prendre l'initiative. C'est juste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça que c'est très difficile de discuter parce que dans le spectre, tu as, que je te disais tout à l'heure, il y a des gros salauds, il y a des pervers, il y a même des gens effectivement qui sont contents parce que leur femme continue à faire tous les trucs et eux ils n'en foutent pas une. Ça existe encore évidemment. Et enfin, il y a tout. Et c'est ça, c'est difficile de voir de ce qu'on discute parce que effectivement, je vais te dire quelque chose, tu peux me trouver un contre-exemple, je peux te trouver un autre. Enfin, et ça, effectivement, c'est là où tu dis que c'est comme sur les chaînes d'infos où on polémique en prenant des exemples pour invalider ce que l'autre dit. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je te rejoins complètement, quoi, là-dedans. On parlait de la place du dialogue. Pour nous, dans le podcast, on a fait ce podcast aussi parce que on pense et on aime qu'il ouvre au dialogue. Quand les gens l'écoutent, souvent, on discute après parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose. On a mis le doigt sur quelque chose de souvent plus gros que ce qui paraît. Comment dans ton travail, tu fais pour ouvrir au dialogue ? Comment tu fais pour que les gens ils ouvrent au dialogue, ils se parlent au vrai dialogue, entendons-nous. Hein. Ouais. Mais je pense que comme tu l'as dit avec ta femme, que c'était comprendre une logique qui n'est pas... Quelqu'un d'autre te dit quelque chose comme ça dans un environnement, une salle de théâtre ou un DVD où on regarde ça, on n'est pas dans le conflit ou quoi. Ça ouvre la possibilité. Ah tiens, mais toi tu te retrouves là-dedans. Ah mais tiens, je n'avais pas imaginé comme ça ce serait pour toi. Est-ce que c'est vraiment pour ça? Est-ce que tu fonctionnes comme ça? Puis l'autre peut dire, ben non, moi c'est plutôt comme ça ou moi c'est comme ça. Enfin tu vois, c'est ça là où on est à la... J'espère que ça ouvre la curiosité pour voir, tiens, j'ai envie de découvrir cette tête qui est avec moi que je ne comprends pas toujours, qu'il y a des réactions qui m'apparaissent bizarres, mais en fait, c'est peut-être que ça m'amuserait de comprendre effectivement comment il peut fonctionner. Tu vois, donc c'est aller un petit peu à la recherche de ça. Après, c'est aussi... évidemment, dans le spectacle, je ne l'aborde pas, mais c'est dans le nouveau spectacle que je suis en train de créer, de démarrer maintenant, qui s'appelle Du bonheur dans les épinards. C'est quelque chose qui va vraiment être au cœur de ça. Maintenant, c'est effectivement, on le disait au début, que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu es désagréable avec toi, tu seras désagréable avec les autres. Et donc effectivement le travail aussi, l'introspection, de dire toi tu m'as dit quelque chose mais qu'est-ce que ça évoque chez moi, qu'est-ce que ça évoque en moi, pourquoi est-ce que ça me fait peur, qu'est-ce qui me met en colère par rapport à ça. Tu vas prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, de nos sentiments, plutôt que de rejeter la faute sur l'autre. Ça c'est évidemment c'est un pas qui est crucial à franchir pour avancer plus sereinement envers l'autre. Donc c'est pas tout de suite rejeter, mais tu m'as dit ça, moi tu m'as dit ça il y a 2 mois, toi tu as fait ça il y a 3 mois, et puis là quand on parle là-dedans c'est mort. Ce qu'il faut c'est dire ok, pourquoi est-ce que ça m'a touché, qu'est-ce qui me rend triste, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, et avoir cette humilité ou cette capacité à aller se rechercher en soi. C'est bien, tu vas travailler sur comment ne pas trop s'embrouiller dans son couple alors. Oui, un petit peu, oui, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, c'est intéressant ça pour certains membres des gentilshommes. J'ai une question par rapport à la... Vous m'entendez? Juste comme ça en passant. Oui, on t'entend Pascal, c'est une vanne de Dan qui nous... Pardon, j'ai une question par rapport à la... Ah, excusez-moi, comme je suis l'impression d'être en décalage, j'ai une question qui vient un peu sur les commentaires Instagram qui dit un peu que la polarité dont tu parles, Paul, elle existe parce qu'on a été éduqué par rapport à ces rôles. Donc je sais que tu as parlé un peu plus tôt de l'inné, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en sais rien.
Et c'est là le truc pour moi, parfois, c'est que des débats de dire d'où ça vient nous empêchent de voir le fond du problème et de pouvoir justement accepter la différence et la compréhension. Tu vois, moi, j'ai grandi, mes parents sont séparés à ma naissance, et j'ai mon père, en fait, je le voyais juste le samedi après-midi, mais j'ai été élevé par ma mère et avec 3 grandes sœurs. Donc j'ai été élevé dans un environnement très féminin. Et quand j'ai entendu John Gray, moi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a touché plus que plein d'autres personnes, parce que ça m'a touché dans mon être, parce que quand j'étais enfant, j'avais des comportements que je ne comprenais pas chez mes sœurs, chez ma mère, ou moi je ne me sentais pas compris d'une certaine manière par rapport à tout ce à cet environnement uniquement féminin. Et quand j'ai entendu John Gray, moi ça m'a parlé, parce que je me suis dit, c'était juste parce que j'étais un petit mec, tu vois. Rien que de pouvoir me dire ça a été très libérateur pour moi. Simone de Beauvoir, elle, son père voulait absolument avoir un garçon. Donc évidemment que pour elle, parler de différence entre hommes et femmes, c'est insoutenable pour elle. Et je le comprends complètement. Et donc, tu vois, c'est là de dire, est-ce qu'il y en a, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Moi, il y a autant d'études qui montrent qu'il y a des différences dans le cerveau, etc., qu'il y a autant d'études qui nous montrent qu'il n'y en a pas. Et je pense que simplement, qu'est-ce qui va faire qu'on va croire plus ou moins l'une ou l'autre étude, c'est par rapport à notre vécu personnel. C'est ça qui va influencer un peu notre vision du monde. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faudrait que le monde travaille pour qu'il n'y ait plus de différence? Moi, personnellement, mais de nouveau, c'est juste ma vision, moi je préfère parler d'un monde bilingue, avec ces 2 polarités qui s'entendent et qui se complètent, plutôt que dans la négation de ces polarités, où on serait dans un monde où tout le monde parle une langue qui est commune à chacun. Mais c'est une vision du monde que je respecte aussi, mais c'est moins la mienne, simplement. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, J'espère Paul. Que ça vous a éclairé un petit peu. Merci beaucoup, Paul. Bien sûr, et nous aussi. Ouais, c'est toujours agréable de discuter de ces sujets, et merci d'être venu nous partager ainsi ton point de vue avec ton accent belge qui est toujours agréable à entendre. Et tu nous tiens au courant, hein. Tu nous tiens au courant pour le prochain spectacle. Ouais. Ça va être, je commence la semaine prochaine à Aix-en-Provence. Génial. Excellent. On salue les copains de Aix qui peuvent y aller avec grand plaisir. D'Aix ou de Marseille, il y a Aix et Marseille au mois de novembre. Donc ça s'appelle Du bonheur dans les épinards. Et donc je fais la première date la semaine prochaine. On te souhaite bonne chance. Hein. Avec grand plaisir. À bientôt. Allez, merci beaucoup. On se retrouve pour prolonger les tipeurs qui peuvent maintenant se connecter sur le Discord, où on refait le Mitch. Et pour nous, c'est terminé. C'est la fin de cette 3e hotline de rentrée. On se retrouvera la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.